Les pays africains sont indépendants depuis plus de 3/4 de siècle. Certains d'entre eux sont en fête, d'autres la préparent, cette fête d'indépendance. Et 3/4 de siècle plus tard, quel bilan peut-on faire de ces indépendances? Nous allons tenter de répondre à la question en compagnie notamment du professeur Jean-Noël Loukou, qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est professeur d'histoire contemporaine. Bonsoir. Bonsoir. Et nous aurons également en ligne de Paris, en France, Diogène Séni. Il est enseignant de management international interculturel, spécialiste des relations économiques internationales, mais également membre fondateur et ancien de la Ligue panafricaine, conférencier sur les sujets politiques liés au panafricanisme. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer par vous, professeur Jean-Noël Loukou. Les États africains, disions-nous, sont indépendants depuis plus de 3/4 de siècle. Quel bilan peut-on faire de ces indépendances, à commencer par la région d'Afrique francophone? Bon, le bilan des indépendances n'est pas fameux. Cependant, avant d'y revenir, il faudrait quand même signaler que 60 ans ou bien 3/4 de siècle, c'est peu dans la vie d'une nation. Il faut donc relativiser. D'ailleurs, comparaison pour comparaison, qu'était l'Afrique noire après 60 ans de colonisation, et je dirais même après un siècle de colonisation. Il faut donc relativiser la sévérité de notre jugement. Mais aussi, on peut indiquer que les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine nous ont montré qu'on pouvait réaliser des progrès économiques et sociaux significatifs en un demi-siècle. Pour en revenir maintenant au bilan, je pense que le bilan, pour ne pas être trop sévère, il est mitigé. Si nous prenons l'économie, on peut dire qu'en un siècle, en 3/4 de siècle, l'économie africaine n'a pas connu d'évolution significative. Nous avons toujours la prépondérance du secteur primaire qui fournit des matières premières qui ne sont pas transformées. Nous avons une dépendance financière, dépendance commerciale, une économie dépendante, le bilan politique. Les pays africains n'ont pas encore réussi à construire des États-nations, à enraciner la démocratie dans nos pays. Le bilan social, avec la paupérisation, il y a très peu de réalisations en matière économique et sociale. Le bilan culturel, donc je peux dire que le bilan après 3/4 de siècle d'indépendance est un bilan qui n'est pas du tout à la faveur des dirigeants de ces pays-là. Professeur Jean-Noël Loukou, vous avez évoqué tout à l'heure le cas des dragons d'Asie qui avaient il y a 60 ans été au même niveau de développement que le continent africain et qui se trouvent aujourd'hui très avancés. Est-ce qu'il ne faut pas réinterroger le modèle de démocratie ou de développement que les pays africains ont choisi? Alors, je pense que, pour me limiter au cas de l'Afrique francophone, que nous connaissons bien, il n'y a pas eu de véritable indépendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture avec la colonisation, il n'y a pas eu de véritable rupture avec les métropoles coloniales, de sorte que les pays africains n'ont pas la maîtrise de leur politique, la maîtrise de leur économie, la maîtrise de leur culture, la maîtrise de leur sécurité. Dans ces conditions, il est difficile d'amorcer un développement réel, parce que le développement suppose justement la liberté de ses choix. Le développement suppose également
un projet de société que les élites africaines n'ont pas su mettre en place. Le développement suppose également de former des citoyens conscients de la nécessité d'une véritable mutation et qui sont prêts à des changements mentaux, des changements sociaux pour pouvoir réaliser la mutation de leur société et enclencher un développement véritable. Ça a été ça la différence avec les pays d'Asie qui ont conquis leur liberté, les armes à la main. Je pense ici par exemple au Vietnam, d'abord contre les Français, ensuite contre les Américains, de sorte que le continent asiatique a la maîtrise de son destin, ce qui n'est pas le cas en Afrique noire francophone. Ce qui n'est pas le cas en Afrique noire francophone. Diogène Séni, on rappelle que vous êtes en ligne de Paris en France. Les États africains ont certes parcouru du chemin, mais doit-on véritablement les considérer comme des États indépendants, Diogène Séni? Le bilan à défendre par les États africains actuels serait difficilement positif. On peut peut-être remarquer sur le continent des disparités, mais globalement, le bilan ne peut pas être positif, il est largement négatif. Rien de surprenant à cela, puisque aux indépendances, les questions pendantes ont été balayées, des fois de la manière la plus violente. Nous savons que il y a eu plusieurs courants, en gros, grosso modo, 2 grands courants autour des indépendances qui ont milité dans 2 directions opposées. En général, on parle du groupe de Moronté, du groupe de Casablanca par rapport à la création de l'OUA, mais bien avant cela, il faut bien se situer dans les 2 blocs en ce qui concerne la zone sous influence française colonisée par la France, le bloc qu'on appelle l'AEF, avec le grand leader Barthélemy Boganda, qui était pour les États-Unis d'Afrique centrale, ce qu'il appelle les États-Unis d'Afrique latine, qui était opposé à la formule des indépendances liée aux accords de coopération. Et il voulait d'abord qu'il y ait un accord global, on va dire, des pays ou encore des territoires d'Afrique équatoriale française. On sait aussi qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu une confrontation dès 58, même plus en amont, entre 2 figures, notamment Houphouët-Boigny et Sékou Touré. On sait comment cela s'est terminé. Et donc, visiblement, c'est bien le groupe Moronvia, pour simplifier un peu les choses, c'est-à-dire la politique, la théorie du groupe Moronvia qui a prévalu. On peut aujourd'hui, 3/4 de siècle après, comme vous avez dit, regarder les choses avec recul pour bien voir que le bilan est largement négatif. Lorsqu'un continent a comme ça la majorité de sa jeunesse qui veut quitter le continent, qui représente quand même la force vive de la construction des États, cela questionne. Lorsque vous avez des systèmes de santé complètement déficients, quand vous avez un système économique complètement branché avec l'économie internationale sans tenir compte notamment des économies, des réalités économiques nationales, lorsque vous avez ce que pendant la colonisation on indiquait par l'extraversion des économies, quand cela s'est exacerbé à ce point, on ne peut pas dire qu'il y a eu un bilan positif. Vous avez évoqué à l'instant Barthélemy Boganda, qui est l'un des pères du panafricanisme en Afrique centrale, disparu trop tôt, éliminé, à en croire de nombreuses sources, à 48 ans parce qu'il gênait. Les élites africaines portent visiblement une responsabilité à cet échec relatif depuis l'accession des pays africains à l'indépendance. Mais vous savez que la domination du continent africain, ou pour dire la domination tout court, pour qu'elle puisse exister sur une durée aussi longue, il faut bien falloir que l'on crée chez les dominés des relais, des fidèles, des personnes qui sont relativement aliénées, acquises à cette cause de domination. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait une élite africaine aujourd'hui
qui soit taxé comme étant responsable de cet échec depuis à peu près les années 60. Donc cela ne surprend pas. Il faut juste comprendre que dans la définition du néocolonialisme, il y a la responsabilité des élites africaines. Le néocolonialisme n'exclut pas la responsabilité d'une partie, en tout cas des élites africaines gouvernementales qui sont succédées aux affaires depuis les années 60. Il n'y a aucun mystère là-dessus. D'ailleurs, le colonialisme s'est reformé, en quelque sorte relooké en néocolonialisme en s'appuyant sur des élites locales dès les années 60. Si vous remarquez, la plupart des dirigeants qui ont été choisis, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et un peu dans la plupart des pays africains, même anglophones, à quelques exceptions près, sont quand même alignés sur des thèses, sur un statu quo qui permettait qui permettait au continuum colonial de faire son œuvre sur le terrain. Vous parliez tout à l'heure de Barthélemy Boganda. Mais Barthélemy Boganda, par exemple, incarnait une élite qui avait pris conscience, de par sa fonction, que les indépendances dans le cadre des petits territoires, dans la division, n'étaient pas viables. Il a déclaré par la presse, il a déclaré dans les écrits, il a même créé tout un concept autour des États-Unis d'Afrique. En Afrique de l'Ouest, nous avons aussi vu la création du PRA, le Parti du Rassemblement africain, en juillet 58 à Cotonou. C'était surtout pour se soustraire, pour quitter le RDA qui a été évidemment préempté par Houphouët-Boigny avec ses thèses qui consistaient à s'aligner sur les positions de l'ancienne puissance coloniale. Donc oui, il y a bien des élites africaines de toute l'histoire de notre domination, que nous subissons depuis plusieurs siècles, qui collaborent, mais cela n'exclut pas qu'il y a une réalité de domination et qu'il y a aussi à côté des élites qui sont résistantes, qui continuent à transmettre de génération en génération le flambeau de la résistance. Les élites africaines, professeur Jean-Noël Loukou, ont une responsabilité que vous estimez grande, vous aussi, si on en croit si on s'en tient aux manquements observés dans de nombreux secteurs, des manquements notamment dans les infrastructures liés à la malgouvernance et bien d'autres. Alors, justement, les élites africaines ont une très grande responsabilité. D'abord, c'est elles qui conduisent la politique dans nos pays, qui déterminent la politique dans une certaine mesure dans nos pays et qui donc sont responsables du bilan. Comme je le disais tout à l'heure, premièrement, ces élites-là n'ont pas rompu avec la colonisation. Elles se sont installées à la place des colonisateurs avec souvent les mêmes pratiques, les systèmes d'oppression, l'autoritarisme politique. Ensuite, ces élites-là n'ont pas rompu les liens avec les métropoles coloniales. Et troisièmement, elles n'ont pas défini une vision, elles n'ont pas défini des projets de société qui puissent créer une nouvelle économie, une nouvelle société, une nouvelle culture. Voilà pour la responsabilité des élites. Mais cela dit, la politique aussi, c'est des rapports de force. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de Boganda, les fédérations coloniales qui ont été mises en place par le colonisateur français, que ce soit l'AEF, l'Afrique équatoriale française, ou l'AOF, l'Afrique occidentale française, c'était des fédérations coloniales qui ont été faites par et pour le colonisateur. Elles n'étaient donc pas viables et elles ne pouvaient pas perdurer une fois que la colonisation avait pris fin. Cela dit, les projets tels que ceux de Boganda, tels que ceux de Nkrumah en Afrique de l'Ouest, c'était des projets qui étaient visionnaires. Vous êtes présenté en partenariat. De bons projets. Mais il fallait tenir compte des rapports de force, il fallait tenir compte aussi de la réalité politique. Moi, je pense qu'il eût été prématuré de vouloir créer, dès 1960, une Afrique unie, du Cap au Caire, avec un seul gouvernement,
avec une seule assemblée, etc. Il fallait laisser le temps au temps. Et je pense que c'est ce que la majorité des chefs d'État africains ont choisi en créant l'OUA en 1963, par exemple. Mais cela dit, 60 ans après, 3/4 de siècle après, il faut changer de logiciel, il faut proposer quelque chose de nouveau, il faut aller dans le sens d'une unification rapide pour véritablement compter dans ce monde globalisé. C'est ce que doivent faire les élites africaines actuelles. Mais ces défis à relever sont quasiment les mêmes que ceux qu'il fallait relever au moment d'accéder aux indépendances. Il fallait arriver à s'autonomiser. Mais est-ce que ce système mis en place, par exemple en Afrique francophone, appelé la France-Afrique, n'a pas veillé à ce que finalement tout le monde reste au même niveau et que personne ne lève la tête? Mais c'est là justement le mal. Ça a été une décolonisation en trompe-l'œil, parce qu'on a remplacé le système colonial pur et dur parce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire la domination par d'autres moyens. Et tant que les Africains francophones ne vont pas rompre avec ces systèmes-là, ils ne pourront jamais se développer. Je prends deux exemples. Vous avez la monnaie. Tous ces pays-là n'ont pas la souveraineté monétaire. Et vous connaissez tout le débat actuel sur le franc CFA. Il faut qu'on arrive justement à cette souveraineté monétaire. Il faut qu'on arrive également à nous déterminer politiquement. Il ne faudrait pas que ça soit Paris ou je ne sais pas quelle autre ancienne métropole coloniale qui intervienne dans nos élections politiques, qui contribuent à choisir nos dirigeants. Tant que nous n'aurons pas résolu ces problèmes simples que les autres pays qui ont été colonisés en Asie ou bien en Amérique latine ont résolu, nous ne pourrons pas faire le développement. Et nous voyons la position en ce qui concerne l'éco en Afrique de l'Ouest, la position du Nigeria, qui semble rappeler la nécessité pour les pays africains francophones de se libérer du joug, de l'emprise de l'ancienne puissance coloniale française. Tout à fait, c'est un préalable. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas faire de monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Or, il le faut. Il faut cette souveraineté monétaire pour véritablement mettre en place les fondamentaux d'une économie. Et donc, je pense que ces ambitions de leadership en Afrique de l'Ouest, ce qui fait peur aux autres pays francophones, certainement, mais il faut qu'on aille justement, qu'on fasse le pas et qu'on aille véritablement vers la création d'une entité unique au niveau de la CEDEAO, qu'on ait une monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Et je pense que c'est une bonne perspective. Alors, Diogène Séni, vous êtes un panafricaniste engagé, vous dénoncez un néocolonialisme qui est à combattre. Ce néocolonialisme est entretenu, mais est-il possible aujourd'hui de le combattre efficacement? Mais le néocolonialisme, c'est pas une idéologie, c'est un fait d'abord. C'est un fait. Si vous ne voulez pas voir les choses en face, vous pouvez faire toutes les arguties possibles. Le néocolonialisme est un fait. Lorsque vous avez, on va dire, en gros, si on prend la zone franc, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui sont dans le cadre du franc CFA, on se rend bien compte que nous avons quand même les survivances des accords des années 60 qui continuent à présider aux économies africaines en 2021. Si l'État français était amené, par exemple, à proposer un projet de loi dans le cadre de l'évolution, entre guillemets, du franc CFA, qui eux-mêmes, ils ont appelé d'ailleurs, enlever les irritants politiques, comme lorsqu'on avait enlevé dans la définition le franc des colonies pour le franc de la communauté ou de la coopération, on voit bien qu'il y a une réalité
de ce néocolonialisme. Donc c'est un fait, un néocolonialisme qui s'est relativement restructuré avec les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, avec des clubs, disons comment on appelle ça, des organisations qui regroupent ce qu'on appelle des créanciers africains, le Club de Paris, le Club de Londres, et évidemment les institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire que le néocolonialisme s'est relativement restructuré, dépasse même les puissances coloniales de l'époque. Elles y sont toujours, bien entendu, dépasse ce cadre-là, et le néocolonialisme est complètement vivant sur le continent africain. Donc ce n'est pas que de constater les faits, plutôt que de faire une dénonciation idéologique. C'est clair que le néocolonialisme est une réalité, puisqu'avec force argument, les panafricanistes, professeur Jean-Noël Loukou, le rappellent et martèlent qu'il faut s'en débarrasser. Mais comment arriver à se reconstruire, à redéfinir son indépendance lorsqu'on est dans un contexte où les dirigeants africains sont quasiment pris en étau? Comme je le disais, la première des choses qu'il faut faire, que les peuples africains aient la souveraineté de choisir librement leurs dirigeants. Ça, c'est la première condition essentielle. Dès lors que nous aurons des dirigeants choisis par leur peuple, responsables de leur peuple, ces dirigeants-là pourront mettre en place des politiques qui défendent les intérêts de ces peuples-là. Donc ça, c'est la première condition. Retrouver notre souveraineté politique. C'est-à-dire, avec le multipartisme, il y a eu déjà une avancée, et donc nous devons en profiter pour faire des élections crédibles, des élections équitables qui permettent d'élire, de choisir des dirigeants politiques qui sont l'émanation de leur peuple et non pas des relais de puissance extérieure à l'Afrique. Concernant le panafricanisme, moi je suis pour un panafricanisme raisonné. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de crier panafricanisme, panafricanisme, il s'agit de poser un certain nombre de projets concrets pour pouvoir avancer dans l'unification de l'Afrique. On n'a pas besoin d'établir immédiatement un gouvernement continental. Ce n'est pas possible dans la situation actuelle avec 54 pays africains, mais on peut déjà, comme dans le cas de la CEDEAO, faire un marché commun, avoir une monnaie unique et ainsi, de façon progressive, arriver à unifier notre continent. C'est ce que j'appelle un panafricanisme raisonné. Diogène Séni, on en revient à vous. Doit-on considérer le colonel Mouammar Kadhafi comme une victime de ce néocolonialisme, entre autres? Parfaitement. Le colonel Kadhafi, on a 10 000 raisons de contester son pouvoir par les Libyens, bien sûr, par les Africains, parce que la Libye se situe sur le continent africain. Il n'y a aucune raison là-dessus. Par contre, il a été bel et bien victime d'un néocolonialisme éculé, arrogant, qui s'est employé à le détruire au vu et au su de tout le monde. Les raisons pour lesquelles le colonel Kadhafi a été assassiné, les raisons officielles qui ont été indiquées, si on devait les appliquer, en fait, il faut les appliquer à tous les régimes dictatoriaux africains. Pourquoi seulement sur le colonel Kadhafi? Donc on voit bien que lorsque on a des présidents africains qui cherchent à sortir du lot, effectivement, il faut les remettre très vite dans les rangs de mille manières. Ce qui est arrivé au colonel Kadhafi n'est pas nouveau. Vous connaissez bien le discours de Sankara sur la dette. C'est quelques mois plus tard que Sankara, finalement, sera assassiné. Vous connaissez bien ce qui est arrivé à Sékou Touré en 1958 pour avoir dit non au référendum général de Gaulle. Il a été absolument
mis de côté. Il fallait absolument faire un exemple pour qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y ait pas d'autres sécurités. Lorsque Boganda élève, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'on a commencé l'émission, la question des États-Unis d'Afrique, il est assassiné le 29 mars 1959 dans un avion. Donc, il fallait aussi éviter qu'il y ait une contamination de Boganda en Afrique centrale. Donc, on a pu, comme ça, à chaque étape de l'histoire, écarter des dirigeants qui ont voulu s'opposer clairement à cette vision du développement de l'Afrique, pour lesquels d'ailleurs, je pense que il faut que la jeunesse aujourd'hui s'en souvienne. Les mêmes problèmes qui sont posés aujourd'hui ont été posés dès 57, 58, même avant, dans le cas des indépendances, qui n'ont pas été prises en compte, qui ont été écartées. Je pense notamment à l'affaire Lumumba. Lumumba en RDC, c'est exactement la même chose. Il gagne les élections avec son parti, il est Premier ministre, il veut poser la question de l'indépendance économique, de la souveraineté de son pays. Il est, comment on appelle ça, catalogué, il est assassiné de la manière la plus atroce que vous savez, mis dans de l'acide, etc., etc. Donc, je pense que l'affaire du colonel Kadhafi n'est pas quelque chose de nouveau dans le paysage africain. Ça a été un peu plus brutal, un peu plus, on va dire, visible, mais beaucoup de dirigeants africains, beaucoup d'élites africaines qui sont en opposition claire, de mille manières, sont écartés. Ça peut être par les carrières professionnelles qui sont brisées, ça peut être par des empoisonnements ciblés. Donc, absolument, le colonel Kadhafi a été victime du néocolonialisme. Et on pense également à Ruben Oumyobé au Cameroun. Vous avez évoqué également Patrice Lumumba, dont la famille réclame aujourd'hui les restes au roi de Belgique. Professeur Jean-Noël Loukou, finalement, vous évoquiez tantôt aussi le rapport de force. Le combat pour une véritable indépendance se joue au rapport de force, et dans ce cas, ça devrait être bien compliqué pour les Africains de l'inverser, vu que le rapport de force, c'est aussi la puissance militaire, ce sont les renseignements. Bon, moi je pense qu'il y a une première chose à faire, c'est de dénoncer la situation actuelle qui est la nôtre. Je pense que les Africains ne dénoncent pas assez la situation qui leur est faite. Ça commence à venir, grâce notamment aux réseaux sociaux, pour que le peuple soit informé exactement des tenants et des aboutissants de notre situation. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième, il ne faut pas tout attendre de l'esprit conscience d'eux-mêmes, s'investissent pour avoir les gouvernements qu'ils méritent. D'abord des gouvernants qu'ils ont choisis eux-mêmes et des gouvernants qui sont là pour défendre les intérêts de leur peuple. Ça, c'est vraiment le préalable à tout. Les rapports de force ont évolué. Nous ne sommes plus dans le monde de la guerre froide. Nous allons et nous tendons vers un monde multipolaire. Donc, les Africains ont le choix, ou bien la possibilité de choisir de nouvelles alliances stratégiques pour faire avancer la cause de leur pays. Donc, je pense qu'il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas de fatalité en la matière. Les pays africains doivent d'abord se choisir de bons dirigeants, des élites qui sont conscientes de leurs responsabilités et qui défendent les intérêts de leur peuple. S'agissant des rapports de force, le monde a évolué. Nous tendons de plus en plus vers un monde multipolaire. Les Africains ont la possibilité de nouer des alliances stratégiques avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Inde, avec les pays d'Amérique latine pour justement mieux défendre leurs intérêts et ne pas se laisser écraser par les anciennes puissances coloniales. Donc, il n'y a pas de fatalité en la matière. Nous pouvons être les sujets de notre histoire. Nous pouvons évoluer dans le bon sens en défendant nos intérêts. Et pour y arriver, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu se
pas se refermer totalement, mais arriver à délimiter un champ d'action clair pour pouvoir également maîtriser les secteurs prioritaires. Si nous le pouvons, c'est une lutte à la fois multiforme, mais en même temps, il faut que ça soit méthodique. Il faut un discours de la méthode pour pouvoir arriver à une indépendance véritable. J'en ai indiqué quelques éléments. Et je pense que se fermer, nous sommes dans un monde globalisé. C'est vraiment difficile de se fermer, de vivre en autarcie. Au contraire, il faut que nous profitions de toutes les possibilités qui sont offertes par la mondialisation. Et je pense que en sachant en tirer le meilleur profit, cela peut être utile pour une véritable indépendance des pays africains. Certes, ne pas se perdre, se diluer dans l'universel, ne pas non plus se renfermer dans l'autarcie dans un monde globalisé. Diogène Séni, le professeur Jean-Noël Loukou l'a souligné tout à l'heure, il faut arriver à contrôler les matières premières pour pouvoir prétendre véritablement être indépendant, à avoir une mainmise sur son tissu économique. Et pourtant, ce n'est pas le cas de la quasi-totalité des pays du continent africain. Mais on en revient à la même chose. Vous avez fait référence au Cameroun. Le Cameroun aussi a été l'un des territoires absolument à réprimer de façon exemplaire en Afrique centrale. On a même utilisé le napalm. On a fait des massacres des populations directement, des ordres venaient de l'État français. Donc, je pense que sur ce point, tout est relativement clair. Maintenant, est-ce qu'on peut se développer sans la maîtrise de ses matières premières, de sa souveraineté? C'est juste pas possible. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, vous devrez bien le savoir, au tournant des années 90, lorsque on a eu cette vague du pluralisme politique qui est arrivé suite à la chute du mur de Berlin. Dans l'Afrique francophone, on parle du discours de la Baule de François Mitterrand qui aurait déclenché ce mouvement qui a donné lieu aux conférences nationales dans certains pays, aux assises politiques dans d'autres, et qui ont ouvert la voie de ce qu'on appelait le multipartisme, une deuxième phase d'ailleurs. Il y a eu une illusion, encore une fois, puisque ce que nous avons condamné dans les années 50-60 au tournant des indépendances, nous ne l'avons plus fait au tournant des années 90 pour une raison simple. L'URSS ayant été tombé, on a assimilé toute revendication de souveraineté et d'indépendance des Africains à une sorte de communisme. Et donc, comme il fallait traquer le communisme, la plupart des leaders dans les années 90, au tournant, en tout cas au début du multipartisme, dernière version si vous voulez, ne voulait plus parler de ces questions. Nous avons échoué pendant nos conférences nationales, au-delà de la libéralisation de la place de la vie politique, à poser clairement de façon commune, de façon collective, la question du contrôle de nos matières premières, la question de la souveraineté sur la monnaie, la question des dettes odieuses FMI de la Banque mondiale. Nous avons écarté tous ces problèmes parce qu'il ne fallait plus qu'on apparaisse aux yeux de la fameuse communauté internationale comme étant anciens communistes reconvertis. Alors que le nationalisme africain, la souveraineté africaine préexiste d'ailleurs à la révolution russe d'octobre 1917. Donc aujourd'hui nous revenons à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'à force de fuir les réalités, en 60, au tournant des années 90, nous sommes revenus à la question encore une fois de la souveraineté. En fait, en réalité, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, sinon c'est une illusion. On l'a vu depuis les années 90. À chaque fois qu'il y a un régime africain qui est en train de tomber, les puissances craignent que la mainmise qu'ils ont sur ces territoires, le contrôle qu'ils ont sur les matières premières, soit remis en cause par les nouveaux régimes, par les nouveaux. Donc, le combat pour l'alternance démocratique aujourd'hui en Afrique a une limite objective, celle de ne pas poser le problème clairement de la souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir que de l'alternance sans la souveraineté.
auquel cas, ce sont, on va dire, des gestionnaires du même système, du même régime qui se passent la main. Ils sont posés le problème fondamental, alors qu'on aurait dû, ou on aurait pu s'attendre, après les années 90, on peut dire aujourd'hui, 30 ans après, on aurait pu s'attendre normalement, avec la démocratie dite libérale, à un développement fulgurant, foudroyant du continent africain. Or, on se rend bien compte que le libéralisme politique et l'ultralibéralisme qui nous est imposé par le FMI et la Banque mondiale ne font pas forcément bon ménage. On confond là aussi la liberté d'entreprendre avec le néolibéralisme, qui est plutôt une idéologie qui consiste en tout cas à maintenir les peuples sous domination du monde financier. Professeur Jean-Noël Lecou, la plupart des élites africaines, francophones notamment, et bien sûr anglophones également, sont formées dans les universités et grandes écoles de ces puissances coloniales. Est-ce que tout n'est pas faussé à partir de là ? Est-ce que justement ce lien, cette réalité ne fait pas qu'ils ne soient pas en capacité de proposer un autre modèle de développement, un modèle de développement qui puisse être propre aux Africains? Bon, je pense que la formation dans ces universités étrangères, c'est une bonne chose. Ça ne nous empêche pas de concevoir des projets de société autonomes qui tiennent compte de notre histoire et de notre culture. Je pense que les deux choses ne sont pas incompatibles. Je vais vous donner un exemple qui peut éclairer tous les autres. Il y a un pays dont on ne parle pas beaucoup, qui est en Afrique australe, c'est le Botswana. Le Botswana remplit une des premières conditions que j'ai indiquées. C'est une démocratie. Depuis son indépendance, il n'y a jamais eu de coup d'État. Il y a eu des élections régulières. Il y a eu l'alternance. Donc, c'est un des premiers éléments pour pouvoir conduire une bonne politique. C'est une démocratie. Deuxièmement, le Botswana exploite ses matières premières, en particulier le diamant, de très bonne façon, ce qui a permis justement d'avoir des ressources importantes pour le développement. Ça aussi, c'est une voie à suivre. C'est donc dire qu'il n'y a pas de fatalité, même avec des élites formées en Occident, il est possible de mener une bonne politique. L'exemple du Botswana nous éclaire dans ce sens-là. D'ailleurs, j'en profite pour signaler la différence entre les pays anglophones et les pays francophones. On doit le dire et le redire, la France a mal décolonisé. Elle est partie tout en restant. En gardant les éléments qui maintiennent sa souveraineté, la monnaie, les bases militaires, le contrôle des élites politiques. C'est cela d'abord qu'il faut remettre en cause. Il faut que les Africains, nous arrivions, nous tous, les Africains de l'Afrique francophone notamment, à dénouer fil à fil les derniers liens de la dépendance coloniale. À partir de là, on pourra concevoir une nouvelle vision de notre société, proposer de nouveaux projets pour pouvoir établir une nouvelle économie, une nouvelle société et une nouvelle culture. Et signe de cette dépendance coloniale ou néocoloniale, c'est selon eh bien ce réflexe quasi pavlovien des acteurs politiques de l'opposition africaine qui vont ou bien qui considèrent qu'ils doivent se faire adouber, aller se faire adouber par Paris avant toute consultation électorale, notamment avant toute élection présidentielle. C'est à condamner. Moi, je pense que cette élite-là ne doit pas se comporter ainsi. En fin de compte, il s'agit des mêmes, qu'ils soient dans l'opposition ou bien au pouvoir actuellement. Et je pense qu'il faut un nouveau personnel politique aussi en Afrique. Il faut faire émerger une nouvelle élite politique qui estime qu'elle doit s'assumer, parce que être indépendant, c'est cela, c'est s'assumer, c'est être libre, assumer toutes les conséquences de la liberté. Et donc,
pour pouvoir défendre les intérêts de leur peuple. Ils n'ont pas besoin d'aller se faire adouber à Paris. Et je pense que ce genre d'opposants-là, d'ailleurs, les peuples ne sont pas dupes. Et c'est pas pour rien que, même si on tient compte des élections truquées, c'est pas pour rien que ces élites-là, ces opposants-là, ne gagnent jamais les élections. Parce que les populations africaines ont compris que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, avec ceux qui les dirigent actuellement. Mais et souvent, il arrive quand même que ces élections soient contestées à juste raison, justement si on s'en tient à certains éléments. Oui, parce que les élections ne sont pas bien organisées. On a voulu créer partout des commissions électorales dites indépendantes, mais en fait, elles ne le sont pas. Et elles organisent encore plus mal les élections que les ministères de l'Intérieur qui le faisaient auparavant. Et je pense que là également, on peut s'inspirer de ce qui se passe chez nos voisins anglophones, chez nos frères anglophones, qui ont réussi à mettre en place des structures viables, indépendantes pour organiser les élections. Je pense ici à un pays voisin de la Côte d'Ivoire qui est le Ghana, qui ont une structure, une commission électorale indépendante, véritablement indépendante, et qui organise des élections qui ne sont pas contestées. Les élections ne sont pas contestées au Ghana. Nous allons permettre à Diogène Seny également de réagir à cette assertion ou bien à ce constat selon lequel les élites africaines, lorsqu'elles ont une ambition présidentielle, notamment en Afrique francophone, eh bien, sont immédiatement en train de se diriger à Paris pour se faire accepter d'abord. Mais en tout cas, c'est un constat qui est une réalité aussi. On a vu beaucoup d'oppositions africaines, par exemple, reprocher à la fois au régime africain, en tout cas au gouvernement, au régime en place, d'être soutenu par les puissances extérieures, mais les mêmes oppositions font les pieds de grue devant les ministères des Affaires étrangères ou de la Défense, des anciennes puissances coloniales pour être adoubées. Et il y a même certains qui écrivent, qui publient carrément que nous voulons vous assurer que nous allons continuer dans le cadre des rapports ou des accords qui ont été signés. Le plus important, c'est de ne plus soutenir le régime en place. Mais on oublie que tout ceci fait un tout. C'est-à-dire que les régimes en place ne sont là que parce que ces accords existent. Ces accords ne peuvent exister que s'il y a des régimes qui sont serviles. Donc nous avons des oppositions qui vont elles-mêmes, avant même d'être au pouvoir, se déclarer partisans du néocolonialisme. Ça, c'est le drame du continent aujourd'hui. Les régimes africains sont kleptocrates, dictatoriaux, tout ce que vous voulez, pour maintenir un État, le système de domination. Et donc, les uns se nourrissent des autres. C'est pour dire que le néocolonialisme est consubstantiel, en tout cas le sous-développement plutôt, est consubstantiel au néocolonialisme. Donc c'est même être aujourd'hui avec ce que nous observons depuis quelques années, en décalage avec l'état de la jeunesse, en tout cas conscience de la jeunesse africaine sur ces questions. Il y a probablement dans les années à venir une reconfiguration qui va se faire dans la classe politique africaine. Par exemple, vous savez, dans les années 58-60, dans le même pays, vous aviez les partisans du RDA de Houphouët-Boigny, vous avez les partisans plutôt de ceux qui voulaient l'indépendance africaine, d'abord avec le PRA et ensuite avec le groupe qu'on appelle le groupe de Casablanca, au-delà des ethnies. Donc nous assistons peut-être à une reconfiguration qui va finalement mettre en opposition dans les mêmes pays, au-delà des questions qui ont été instrumentalisées pour cacher les problèmes structurels, c'est-à-dire au-delà des questions ethniques, du tribalisme, nous risquons en tout cas, dans quelques temps, nous allons arriver dans certains pays avec une reconfiguration, vous aurez en face à face les partisans d'un statu quo, de l'élection transparente à tout point, de l'alternance démocratique, et en face vous aurez des partisans d'une alternative où les élections ne peuvent être utiles que si nous avons le contrôle et la réalité de nos matières premières entre les mains. Ça, c'est fondamental. Et ce sera même plus simple dans le jeu politique africain
plutôt que de jouer à ce jeu malsain où le néocolonialisme continue à battre son plein. Les régimes africains parlent de souveraineté lorsque ça les arrange, et quand ils sont en difficulté, ils parlent de néocolonialisme, et quand ils sont bien avec les puissances extérieures, ils instrumentalisent les ethnies, etc., etc. Et donc, je pense qu'une certaine clarté va probablement arriver dans le jeu politique africain. Professeur Jean-Noël Loukou, nous avons en Afrique de l'Est le Rwanda, un pays qui est passé par de grosses épreuves, parmi lesquelles le génocide de 1994. Le Rwanda aujourd'hui fait office de modèle. Comment peut-on arriver à cloner ou bien à copier et à faire un benchmarking du modèle rwandais sur le continent africain, tout en s'assurant que les démons de la division ne reviennent pas au Rwanda? Alors, je suis jamais allé au Rwanda. Je suis, comme vous, de loin ce qui s'y passe. En général, quand les peuples ont traversé des épreuves terribles, comme ça a été le cas avec le génocide rwandais, les peuples essaient de retrouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, je pense que le modèle rwandais, c'est un petit peu la volonté de pouvoir arriver par soi-même à enclencher le développement. Il y a aussi la stabilité politique, c'est un élément important parce que depuis une vingtaine d'années, c'est le même pouvoir. Or, le développement, c'est aussi dans la longue durée pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir les faire aboutir. Je pense que ce sont ces éléments-là qui sont à prendre en compte et qui peuvent servir de leçon, si on peut parler ainsi, pour les autres pays africains. Est-ce qu'on peut interpréter cela comme le fait que les alternances sont parfois contre-productives? Quand il ne s'agit pas de vraie alternance, s'il s'agit de vraie alternance, je pense que c'est toujours positif et non pas contre-productif. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie alternance? C'est-à-dire de rompre avec le modèle qu'on combattait, de proposer une véritable alternative. Et si c'est le cas, je pense que les alternances sont une bonne chose. Mais s'il faut continuer le même système qu'on combattait, évidemment, il n'y aura pas de changement. Je suis donc pour les alternatives qui proposent de vraies alternatives, de vrais projets qui puissent faire avancer nos pays et qui défendent les intérêts de nos peuples. Nous avons en Afrique également, à côté de ces indépendances, de ces fêtes d'indépendance qui sont célébrées et organisées bientôt dans d'autres, des élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que certains pays vont arriver à tirer les enseignements des manquements précédents ou bien des élections organisées pour être contestées par la suite? C'est ce qu'il faudrait souhaiter. Mais je pense que les élites au pouvoir qui ne sont pas libres, on a beaucoup insisté sur cette question dans ce débat-là, ça dépend à la fois d'elles et ça ne dépend pas d'elles aussi. Pour maintenir leurs intérêts, les puissances extérieures qui soutiennent ces élites gouvernantes sont en général prêtes à accepter tout ce qui est fait pour qu'il n'y ait pas des élections démocratiques. Mais je pense qu'il y a une nouvelle donne dont on doit tenir compte. Et nos gouvernants et les puissances extérieures, ce sont les peuples africains qui ont vraiment pris conscience d'eux-mêmes et qui ne sont plus disposés à accepter la façon dont ils sont gouvernés. Et ça pourrait entraîner des bouleversements qu'on ne prévoit peut-être pas, mais qui auront certainement lieu dans la plupart des pays africains si
on continue à faire des élections truquées, si on continue à ne pas prendre en compte la volonté du peuple. Les élections, il y aura beaucoup d'élections dans nos pays, ou bien on fait des élections justes, transparentes et équitables, ou bien alors on va retomber dans le chaos, dans la déstabilisation, dans les violences que connaissent beaucoup de pays africains. C'est ce qui n'est pas à souhaiter parce que l'Afrique a besoin de paix, l'Afrique a besoin de stabilité pour pouvoir se développer. L'Afrique a besoin de paix et de stabilité pour pouvoir se développer, et le continent africain a une tradition de paix à travers les débats sous l'arbre à palabres. On a malheureusement observé que dans certains cas, eh bien, il est difficile de dialoguer et de se comprendre. On déplore également ce qui se passe au Mali avec une crise qui a duré déjà au moins 2 mois. Professeur Jean-Noël Loukou, la CEDEAO s'est activée au Mali sans arriver à trouver des résultats. On reconnaît à la CEDEAO des succès antérieurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle a une chance peut-être de sauver la situation au Mali? Je pense qu'il ne faut jamais se décourager quand il s'agit de rétablir la paix. Et je pense que tout ce que nous pouvons souhaiter au peuple malien, c'est qu'il puisse résoudre dans la paix la crise actuelle. Et je pense que le rôle de la CEDEAO, c'est d'accompagner, c'est de tenir compte de la volonté du peuple malien. C'est de cette façon et de cette seule façon qu'on pourra résoudre la crise actuelle qui dure depuis quelques mois. Et comme je le disais tantôt, dans tous nos pays africains, il y a une nouveauté. C'est l'importance du rôle de nos peuples et les gouvernants actuels, comme ceux qui aspirent à diriger ces peuples, doivent en tenir compte. On ne peut plus gouverner en Afrique en 2020 comme on le faisait en 1960. Opposants comme gouvernants doivent prendre en compte cette nouvelle donne et en tenir compte. Nos partenaires extérieurs également. Si on ne tient pas compte de cette nouvelle donne, on va retomber dans les maladies infantiles de l'indépendance, on va retomber dans la violence, on va retomber dans l'instabilité politique. Professeur Jean-Noël Loukou, merci. Je rappelle que vous êtes à Abidjan en Côte d'Ivoire et que vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de votre invitation et à bientôt. À très bientôt, c'est nous, et merci également à Diogène Séni qui était en ligne de Paris en France. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne.